C'est-à-dire, si vous avez très bien dit, quand des mouvements sociaux émergent, ils vont réussir, en fait, ils vont investir dedans. C'est logique, ce sont des investisseurs, ces gens-là. Donc, par exemple, ils ont fait ça au 19e siècle. Le socialisme a commencé à émerger. Ils ont fabriqué, les élites anglo-saxonnes ont fabriqué le socialisme fabien, qui là voulait du coup intégrer certaines problématiques, dire non, mais il faut qu'on le fasse de manière douce et que ça vienne par en haut, que ce soit un socialisme oligarchique organisé par nous, parce que sinon, bah, là, on va perdre le contrôle sur les masses qui commencent à se révolter. Et donc, c'est à finalement, l'apparition de chaque phénomène un peu politique ou sociaux, ils investissent et ils essayent de le récupérer. Donc, ils ont fait ça au 19e siècle avec le socialisme, ils ont fait ça au 20e siècle avec l'écologie politique après la Seconde Guerre mondiale, et ce sont les mêmes forces. Ce sont en fait essentiellement les forces même de la City britannique, en fait, hein. Si on regarde au 19e siècle, les gens qui ont manipulé le socialisme et qui l'ont transformé en cette espèce justement de socialisme fabien, la société fabienne est un des premiers réseaux globalistes vraiment fonctionnel intégré avec des ramifications planétaires qui s'appuyaient sur l'Empire britannique. Eh bien, ça, c'est la suite. Les grands investisseurs, par exemple, du Fonds de protection mondial pour la nature, ce sont des gens comme Shell, donc la grande compagnie britannique de pétrole. Voilà, donc ce sont toujours ces investisseurs-là, effectivement, qui sont dans la grosse industrie, souvent dans l'industrie genre pétrolière, et qui sentent bien qu'à un moment donné, là aussi, il y a les aspects aussi je dirais pas forcément de pic pétrolier au stricto sensu, mais de difficultés même géopolitiques à accéder aux ressources, et où ils se disent, bon, il va falloir qu'on trouve des moyens, finalement, même face à la concurrence d'autres blocs ou d'autres pays, pour continuer à maintenir notre mainmise. Ce phénomène s'accélère. D'ailleurs, je crois que vous parliez de Modest Schwartz l'autre jour. Il avait utilisé un terme qui était assez juste, c'est le terme d'endocolonisation, c'est-à-dire quand le système ne peut plus coloniser à l'extérieur, eh bien, il va coloniser d'autant plus à l'intérieur. Et c'est ce que nous assistons maintenant en Europe. C'est pour ça que la pression s'exerce encore plus sur les populations européennes, parce qu'il devient plus difficile maintenant d'aller piller ouvertement Russie, Chine et autres, puisque ces partenaires-là maintenant veulent leur part du gâteau. Donc la pression va augmenter sur nous. Pour faire augmenter la pression sur des populations qui ont quand même au départ, en tout cas dans les dernières décennies, eu un taux d'éducation assez élevé, un accès à la connaissance assez élevé, eh bien, il faut faire plusieurs choses. Il faut effectivement déjà détruire l'éducation, abêtir les gens, faciliter la consommation de stupéfiants, toutes choses que j'ai étudiées, hein, dans mes livres. Et puis, euh, et puis, il faut comment dire, jouer sur cette variable de la natalité. Et donc là, vous avez tout le discours, hein, bon, maintenant, on fait la promotion même de la vasectomie chez les hommes, mais ça ne peut pas passer si vous disiez directement aux gens, bon, ben, maintenant, il va falloir se stériliser. C'est un peu brutal. Par contre, si on amène le discours de manière détournée, en disant non, mais regardez, si vous n'êtes pas vous-même responsable, vous allez le faire vous-même, mais pour sauver la planète et l'avenir même de l'humanité. Donc, c'est même au nom des fameuses générations futures qu'on va s'empêcher de créer les humains qui feront ces générations futures. Donc, et sur cette culpabilisation, c'est une notion importante parce que c'est ce qui marche en fait à chaque fois, hein. On pourrait dire dans un monde qui se veut ou dans une société qui se veut post-chrétienne, en fait, maintenant la culpabilisation, elle a changé de nature. C'est la culpabilisation donc par rapport à la planète, par rapport à des phénomènes de cet ordre-là. Et concrètement, même si effectivement, comme vous l'avez bien rappelé, ça ne change rien au problème, parce que le problème, il est structurel et il est au niveau des producteurs industriels, et bien on va dire aux gens, c'est à vous de trier vos déchets, c'est à vous de faire ceci, de faire cela. On va installer toute une espèce de religiosité quotidienne, hein, une dictature un peu des petits gestes. C'est-à-dire, non, non, il faut faire ça, il faut bien. Voilà, comme pendant le délire sanitaire, voilà. Et on va essayer de tenir les gens par ce biais-là. Alors ça marche sur certaines catégories de population, ou peut-être plus sur les personnes âgées, ou sur les gens mais quand même sur les plus jeunes, ça marche moins bien. Enfin, ça dépend quelle catégorie en fait, parce que chez certaines personnes, ça marche malheureusement assez bien. Donc voilà. Donc et cet aspect, pour revenir sur cet aspect vraiment des populations, pour en faire l'historique,
Vous avez parlé effectivement que ça, des personnalités qui promeuvent ça même depuis longtemps. Alors dans mon livre, je fais un petit peu je fais toutes les citations, hein, notamment de tous les grands financiers. Et en fait, tous ces gens sont dans cette idée-là. C'est nous sommes trop. Le discours, c'est nous sommes trop nombreux. Bon, déjà, il faut comprendre quand quelqu'un vous dit, est-ce que c'est nous, il s'inclut dedans, ou bien est-ce que, comme Bill Gates, troisième du nom, avec plusieurs enfants, est-ce que c'est vous, c'est nous sommes trop nombreux ou vous êtes trop nombreux? Parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, vous avez tous ces milliardaires type Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, chacun d'ailleurs monte des fondations qui se veulent philanthropiques et non gouvernementales mais qui, comme on le sait pour la Fondation Gates, et par exemple la Fondation Gates, deuxième financier de l'OMS, donc ce sont des fondations qui se veulent non gouvernementales, mais qui ont plus d'influence que un grand nombre de gouvernements sur les institutions internationales. Voilà. On peut rajouter D'ailleurs, d'ailleurs que la fortune de Bill Gates était un peu en berne avec Microsoft avant qu'il se décide à monter des fondations et ce que ces fondations investissent dans le volet santé et notamment vaccination. Donc sa fortune a c'est ça. explosé depuis que c'est un philanthrope. C'est intéressant comme système. Oui, c'est ça, oui. Ah bah, de toute façon, ce système de philanthropie a été mis en place par les grands milliardaires dès le début du XXe siècle, notamment par les Rockefeller, pour éviter les lois antitrust et autres. Et ça leur a permis, en fait, d'augmenter d'autant plus leur fortune et en plus de se présenter à partir de là comme des gens vraiment qui respectent la loi, puisqu'ils ne ils font pas et qui aide la société. Donc c'est très difficile. C'est pour ça que c'est assez difficile à démonter comme mécanisme parce que ça se présente avec des atours d'humanisme. Voilà, donc mais les objectifs en fait sont rudes quand on regarde réellement finalement. Parce que qu'est-ce que nous dit par exemple un Bill Gates? Un Bill Gates nous expliquait que pour arriver ils ont toujours cet horizon d'attente. Il y a 2030, et puis entre 2030 et 2050, le projet doit être entre construction et se réaliser. Et à l'aune de 2050, on doit vivre, ça y est, dans leur sorte de paradis, dans Gaïa, paradis sur Terre. Eh bien, par exemple, dans l'aspect énergétique, Bill Gates nous dit, pour 2050, il faut avoir atteint donc le zéro émission de carbone sur toute la planète. Bon, voilà, et la variable d'ajustement, comme vous avez dit, lui dit ça ne suffira pas en fait. C'est ça que c'est que tout ce que vous avez expliqué sur les lois qu'on peut faire pour forcer les producteurs à respecter l'environnement, les gens comme Bill disent ça ne suffira pas. La seule variable qui va jouer, c'est la démographie. Il faut jouer sur la démographie, donc sur la natalité. C'est là le fameux discours de Lulès où il a dit sur la santé reproductive et la vaccination, hein, intégrant la vaccination comme un élément qui allait donc réduire la natalité ou la démographie, on ne sait pas exactement. Bon, après, il s'en est expliqué en disant que ce qu'il voulait dire, c'est que dans les populations où on avait accès facilement à la vaccination. En fait, naturellement, les gens faisaient moins d'enfants, etc. C'est ce qu'on Blabli, apprend en cours de blabla. démographie, hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Enfin, parmi toutes les bonnes choses qu'on apprend en démographie. Oui, oui, voilà. Et en fait, euh, et ce qu'il appelle santé reproductive, bon, ben, c'est ce que les institutions internationales ou tout le langage de la gouvernance mondiale, hein, puisque c'est aussi un moyen toujours pareil, plus soft, on va parler de gouvernement mondial, on va parler de gouvernance, hein, c'est plus sympathique. Et donc la gouvernance mondiale parle de santé reproductive pour tout ce qui est au départ de la promotion de la contraception, pareil, le planning familial, voilà, c'est cette ONG qui s'est développée à partir du début du XXe siècle, dont il est intéressant là aussi de se pencher sur les fondateurs et les fondatrices qui étaient des gens du mouvement eugéniste. Mais ça, je vais y revenir. Mais donc il y a toute cette idée donc par donc la santé reproductive, donc par la contraception, mais ensuite cette santé reproductive s'étend, c'est-à-dire maintenant même l'avortement ou la stérilisation participe aussi, si elle est volontaire évidemment, on va vous dire si c'est volontaire, participe de cette santé reproductive. Dans mon livre, je montre comment ça a été utilisé ces questions. Par exemple, Kissinger, qui est mort l'année dernière, en novembre 2023, avait rédigé dans fin des années 60 ou début 70 un
un rapport qui s'appelait le rapport NSSM 200 et qui préconisait pour les États-Unis de promouvoir le contrôle de la natalité et la dénatalité dans les pays qui recelaient des ressources stratégiques pour les États-Unis. Ce mémorandum, Kissinger, a été donc soumis à Nixon et a été appliqué. Il est accessible puisqu'en 89, il a été déclassifié et on peut le trouver sur Internet ou dans les documents. Et donc, ce rapport Kissinger expliquait que donc, dans des pays qui recèlent des ressources stratégiques pour les États-Unis sont dépendants de l'accès à ces ressources. Ils ne peuvent pas se permettre qu'il y ait des déséquilibres trop grands dans ces pays, qu'il y ait des changements de régime. Et donc oui, l'objet du rapport de Kissinger était donc celui-là, hein, donc d'utiliser la santé reproductive, comme il l'appelle, à des fins stratégiques et géopolitiques. Parce que comme il l'expliquait, en fait, il expliquait bien dans ce rapport que finalement, pour faire de l'ingérence dans le domaine de contrôle de la natalité, notamment dans les pays du tiers-monde, il serait inconcevable d'y arriver frontalement et de dire frontalement aux populations, voilà, en gros, bah, les Américains veulent que vous fassiez moins d'enfants. Donc, il a expliqué qu'il fallait utiliser pour cela la problématique de la contraception et finalement, et là c'était bien pensé, non pas juste le droit des femmes, parce que finalement ces sociétés n'étaient pas encore assez occidentalisées, mais le bien-être familial et même communautaire qui résulterait de l'emploi de ces moyens contraceptifs. Là encore, ces moyens incluaient aussi la stérilisation volontaire et même l'avortement, alors même que l'avortement était encore interdit aux États-Unis. Mais comme ils savaient qu'ils étaient en train de faire le forcing pour pousser aussi dans ce domaine-là aux États-Unis, ils disaient on n'a pas le droit de favoriser l'avortement, mais ils disaient on doit préparer le terrain en quelque sorte. Et effectivement, c'est ce qu'il sera fait. Il faut savoir que les pays comme l'Inde et autres, on stérilise massivement depuis les années 60. Donc finalement, c'était dans cet ordre d'idées. Le raisonnement de Kissinger était que si vous avez une natalité forte, eh bien, on va dire une vingtaine d'années plus tard, vous aurez toute une classe de jeunes qui risqueraient d'avoir des volontés souverainistes ou de nationalisation des entreprises sous contrôle américain et autres, et que donc c'est ce qu'il appelait finalement les déstabilisations. Voilà. Donc l'idée était cela. Donc cette instrumentalisation finalement de la santé reproductive, comme il l'appelle par euphémisme, et du planning familial est en fait ancienne. Elle se continue jusqu'à nos jours. On a parlé avec Bill Gates et tous ces gens-là qui en font la promotion. Mais finalement, elle est ancienne et elle est au cœur de la vision du monde globaliste. Ce qui est en fait logique. Parce que quand vous êtes une élite qui ne tient finalement que par le contrôle sur la finance, à partir de là, depuis la finance, qui a un contrôle sur le politique, sur l'économique, sur l'économie réelle, sur les médias, etc. Malgré tout, vous avez, comme votre objectif est à visée planétaire, est à visée cosmopolitique, il est naturel de vouloir en quelque sorte réduire la taille du cheptel que vous entendez diriger. J'emploie le terme cheptel parce que c'est le terme qu'ils emploient eux-mêmes, que ce soit Karl Popper il parle des sociétés qui ne sont pas encore dans la société ouverte, il en parle comme un cheptel humain. Le prince Philippe utilise ce terme-là. Enfin, quand il se lâche un petit peu, ces gens-là nous comparent un peu à un troupeau, ce qui est en fait logique parce que finalement, on a toujours besoin, un troupeau a toujours besoin d'un berger. Le problème, c'est est-ce qu'on va avoir un bon berger, un bon pasteur, comme dit l'Évangile, ou bien un loup déguisé en agneau, comme le symbole, premier symbole de la société fabienne, qui était un loup déguisé en agneau. Alors pourquoi je parle de la société fabienne? Parce que comme je vous ai expliqué, elle était au cœur déjà des processus de récupération du socialisme par l'élite anglo-britannique au XIXe siècle. Eh bien, elle est aussi, dès sa fondation,
en pointe des questions, là encore, de féminisme et de promotion de la contraception et même de l'avortement, avec des gens comme Annie Besant, qui était une des dirigeantes de la société, d'abord de la société fabienne, ensuite de la société théosophique, donc qui s'occupait d'aspects plus, là, on va dire, spiritualistes, en quelque sorte. Et puis, des gens comme Margaret Sanger, qui, elle, va être fondatrice justement du planning familial et et qui en fait, était une eugéniste convaincue. Tous ces gens-là, en fait, tous ces milieux-là, sont des milieux profondément eugénistes. C'est-à-dire qu'ils estiment que euh, la partie la plus éclairée de l'humanité doit en quelque sorte décider de qui a le droit de se reproduire ou non.